Conjuguer les plaisirs. La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Conjuguer les plaisirs, la dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue. Une émission d'une demi-heure dans laquelle nous allons ensemble jouer avec les mots et la littérature. Lors de ce rendez-vous bimensuel, c'est-à-dire 2 fois par mois, nous vous proposons des haïkus et des commentaires de texte en rapport avec ce qui est le cœur de cette émission, une dictée. En tant que professionnels et amateurs de littérature, nous vous proposons une sélection de textes qui nous ont soit émus ou fait réfléchir ou simplement dont on a ressenti la sensation qu'il faut le partager au plus grand nombre. Je suis Fabien, animateur radio et amateur de littérature. Avec moi pour animer cette émission, il y a Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour. Tu es la professionnelle de littérature dans cette émission puisque tu es écrivaine publique. Peux-tu nous dire en quoi cela consiste ? Être écrivaine publique, c'est simplement accompagner les gens à écrire, que ce soit des documents administratifs, leur biographie, un manuscrit qu'ils ont en tête depuis un long moment et qu'ils ont envie de concrétiser, ou aussi écrire pour le plaisir avec des ateliers d'écriture que j'anime pour des enfants, des adolescents et des adultes, où simplement on redécouvre l'écriture d'une autre manière que ce qu'on apprend un petit peu à l'école. Et donc, avec toi, nous allons co-animer cette émission de Conjuguer les plaisirs. Allez, c'est parti pour la première. Et on commence tout de suite avec un haïku. Et ensuite, on vous présentera la dictée, le texte. Il y aura plusieurs lectures à la fin. Eh bien, une petite correction. Alors, la dictée pour cette première, c'est donc toi, Clémence, qui l'as choisie. Et du coup, on s'est dit, quand tu choisis la dictée, je choisis le haïku et inversement dans les autres émissions. On parlera de la dictée ensuite. Avant, je vous donne le haïku du jour. Vous allez voir, il est un petit peu en relation avec le corps du texte de la dictée. Le voici. On marche vers l'eau, horizon fini au loin, beauté à gauche. On marche vers l'eau, horizon fini au loin, beauté à gauche. Voilà, c'était donc le haïku. Donc, on va parler maintenant de la dictée. Peux-tu nous la présenter ? Eh bien, aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'ai choisi un livre qui m'a énormément marqué, que j'ai découvert quand j'avais 19 ans en prépa littéraire, qui s'appelle Les Chants de Maldoror, du comte de Lautréamont, qui est plus connu sous le nom d'Isidore Ducasse, un poète franco-uruguayen qui a vécu entre 1846 et 1870, qui est donc mort à 24 ans. Pourquoi est-ce que ce texte m'a marqué ? Puisque c'est un devoir facultatif qu'on nous a proposé en lettres modernes quand j'étais en prépa. Et en parlant à mon père, il m'a dit « il faut que tu le lises ». C'est une œuvre complètement atypique et décalée et violente, mais bouleversante. Donc je me suis d'abord penchée sur qui était ce Isidore Ducasse, comte de Lautréamont. Très vite, je m'étais rendu compte qu'on n'avait aucune information sur lui, presque. C'était un homme du peu qu'on sait, qui était décrit comme terne, solitaire, laid, absent ou passable. C'est sympa. C'est rarement qu'on parle d'un auteur français ou d'une autre nationalité de cette manière. Donc là, je me disais, qu'est-ce qui m'attend ? Ce qui m'attendait, c'était une révolte adolescente, pleine de vices, de questionnements, de vertiges et d'espoirs déchus. Les Chants de Maldoror, donc, qui ont été écrits et publiés en 1868, mettent en scène un personnage, Maldoror, qui est une créature squelettique et terrible, qui est l'ennemi du créateur, puisqu'on parle d'un créateur dans l'œuvre. Quand on se plonge dans ce roman, on découvre une ambiance macabre, pleine de blasphème et de terreur et de sauvagerie.
On perçoit quand même une poésie donc écrite en prose d'un homme qui cherche à comprendre le fonctionnement d'une société ou d'un monde autour de lui, d'un homme qui se veut à la fois complètement en décalage et qui propose quand même une vision un peu hautaine et égocentrique, disant que peut-être que lui, l'auteur, a compris ce qu'il se passait dans ce monde. C'est vraiment une œuvre d'adolescent, je pense. Ce côté moi je sais et moi je comprends et moi je vais me battre. Il écrit d'ailleurs dans ce livre, Des Chants de Maldoror, « Ma poésie ne consistera qu'à attaquer, par tous les moyens, l'homme, cette bête fauve et le créateur qui n'aurait pas dû engendrer une pareille vermine. » C'est pour dire. Il écrit aussi que quand il prévient le lecteur, parce qu'il fait une réelle prévention au lecteur quand on ouvre le roman, en disant que tout le monde n'est pas prêt à lire ce livre, il parle des marécages désolés de ces pages sombres et pleines de poison. Il dit aussi que les émanations mortelles de ce livre imbiberont son âme comme l'eau le sucre, donc l'âme du lecteur. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'ai lu le livre. C'était violent, avec un vocabulaire sauvage et cruel, et cru, en fait. Je sais qu'à un moment, il parle de bonnes sœurs dans un couvent, et il dit qu'elles ouvrent leur vagin à tous les premiers venus pour un peu d'or. Enfin, c'est complètement... J'ai jamais vu autant de vulgarité dans un livre, et j'avais 19 ans, et en prépa littéraire, on lisait des trucs très classiques. Je sais que je venais de lire Madame Bovary, ça n'avait rien à voir, ça m'a vraiment perturbée. Que dire de plus à propos du personnage? Donc, je disais qu'il était décrit comme quelqu'un d'un peu particulier hors de la société. Ce qui m'a marqué aussi dans la vie de ce poète, c'est qu'il est mort donc à 24 ans, dans son appartement ou dans un hôtel, on ne sait même pas exactement. On n'a aucune idée de quoi il est mort. Et quelques mois après son décès, il a été envoyé dans une fosse commune, puisque en fait personne, absolument personne, déjà n'a remarqué qu'il était mort et n'a réclamé son corps. C'est-à-dire, même ses parents, voilà, il y a un mystère autour de ça. On parle presque d'un mythe romantique autour de ce personnage qu'on ne peut déceler finalement qu'à travers ses écrits. Donc il a aussi écrit Poésie 1 et Poésie 2, qui sont d'autres ouvrages, ainsi que des correspondances qu'il aurait eues. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux là-dedans? C'est vraiment un mystère. Il est décédé en France ou en Uruguay? En France. Il est de parents français qui ont été vivre en Uruguay, puis il est revenu à l'âge de 13 ans vers Tarbes, il me semble, et il est mort à Paris, dans un hôtel. En fait, on sait très peu de choses de lui, et il n'y a qu'une photo de lui, une seule. Et c'est sur cette photo-là, d'ailleurs, que les gens ont décidé qu'il était laid, par exemple. Oui. Voilà. Et, du coup, il n'a pas fréquenté le monde littéraire de son temps dans les salons parisiens. Peut-être de manière anonyme, puisqu'il a signé ce livre, Conte de Lautréamont, qui n'est pas son nom. Peut-être qu'il y était, mais personne ne l'a aperçu. C'est vraiment ça qui est marquant, en fait, c'est de se dire... Il avait l'air de ne pas avoir existé et pourtant, il a créé quelque chose. Ce livre, c'est un monde à part entière. Je sais qu'on peut parler de l'univers d'Harry Potter ou du Seigneur des Anneaux, mais en fait, ce livre, Les Chants de Maldoror, c'est aussi tout un univers fait de mythes et de légendes complètement hallucinantes. Et d'ailleurs, à propos de ça, André Breton, donc, qui est un pilier du mouvement surréaliste, dira dans un entretien « Pour nous, il n'y eut d'emblée pas de génie qui tint devant celui de Lautréamont. » Pour dire à quel point il a créé quelque chose d'énorme. Et a posteriori, en fait, les surréalistes, les personnes du mouvement surréaliste se sont dit c'était un sacré truc, ce livre, en fait. Personne ne s'en est rendu compte, personne ne s'est soucié de ce qui était en train d'être créé dans ce petit hôtel parisien par Isidore Ducasse. Et finalement... c'est devenu quelque chose. Et du coup, une pierre, une des premières pierres,
qui ensuite a donné l'édifice des surréalistes, enfin des œuvres surréalistes C'est dans ça. le XXe siècle. Là, on est au milieu, voire fin du XIXe, avec d'autres noms beaucoup plus connus et reconnus que Lautréamont, mais lui, voilà, a tout de même, voilà, créé des fondations. C'est ça. Mais sans du tout le revendiquer. Nulle part c'est écrit qu'il veut appartenir à quelconque mouvement ou quoi. C'est vraiment, moi j'ai vraiment lu ça comme une pulsion. C'est une pulsion de 600 pages, je crois, hein, quand même. Mais une pulsion, un besoin d'extérioriser une haine ou enfin une vision en tout cas du monde, mais sans du tout se soucier, voilà, de quelles répercussions ça va avoir. Il dit même à des moments qu'il s'en fout si c'est détesté de tous, en fait, ce qu'il fait. Il a juste besoin de l'expulser. Et à propos de ça, j'ai refait quelques recherches là pour l'émission et j'ai trouvé que Aimé Césaire avait cité Lautréamont dans son discours sur le colonialisme. Et il dit « Et Isidore Ducasse, comte de Lautréamont. À ce sujet, il est grand temps de dissiper l'atmosphère de scandale qui a été créée autour des chants de Maldoror. Monstruosité, aérolite littéraire, délire d'une imagination malade. Allons donc, comme c'est commode. La vérité est que Lautréamont n'a eu qu'à regarder les yeux dans les yeux l'homme de fer forgé par la société capitaliste pour appréhender le monstre quotidien, son héros. » Et donc là, c'est une critique vraiment politique qui est portée par Aimé Césaire. On ne sait pas si c'est ce qu'a voulu faire Lautréamont, mais je pense que vraiment, c'est une œuvre qui peut décrire en effet l'homme monstre dans la société qu'on connaît. Et ça, c'était, comme tu dis, à la fin du 19e siècle, mais peut-être que c'est encore la même chose maintenant. Une critique, en fait, de cette société où tout peut être consommé, en fait. Et une critique, comme tu le disais, à travers des yeux d'adolescents ou post-adolescents, mais en tout cas avec la vivacité de l'énergie que peut développer la prime jeunesse, et donc avec toutes ces idéologies, toutes ces façons de percevoir qui peut paraître un peu juvénile, un peu bébête, mais avec une puissance folle, et on va certainement le découvrir. Oui, j'ai choisi un extrait assez soft pour épargner les oreilles des auditeurs de toute la vulgarité qu'il peut y avoir, parce que c'est assez fou quand même. Dans toute cette monstruosité, il y a des passages qui m'ont vraiment émue. Conjuguer les plaisirs. La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue. Je te laisse lire l'extrait que j'ai choisi justement pour cette première dictée. Allez, je me lance. Vieil océan. Aux vagues de cristal, tu ressembles proportionnellement à ces marques azurées que l'on voit sur le dos meurtri des mousses. Tu es un immense bleu appliqué sur le corps de la terre. J'aime cette comparaison. Ainsi, à ton premier aspect, un souffle prolongé de tristesse, on croirait être le murmure de ta brise suave, passe en laissant des ineffables traces sur l'âme profondément ébranlée, et tu rappelles au souvenir de tes amants, sans qu'on s'en rende toujours compte, les rudes commencements de l'homme, où il fait connaissance avec la douleur qui ne le quitte plus. Je te salue, vieil océan. Merci. Ça me fait penser à une autre citation qui me revient en tête vite fait comme ça du livre, où il dit que la vraie douleur est incompatible avec l'espoir. Puisque là, il dit que l'homme fait la connaissance avec la douleur qui ne le quitte plus. Et c'est vraiment un thème, si je puis dire, qui revient dans ce livre. C'est vivre avec la douleur, vivre quand même, mais avoir la conscience que cette douleur est ancrée en nous, en fait. Et c'est pour ça que je parlais aussi d'espoir déchu. Est-ce qu'il peut vraiment y avoir de l'espoir ? On ne sait pas. On sait qu'on doit vivre, mais on vivra dans la douleur. C'est une idée qui ressort beaucoup, qui est assez marquante, surtout quand on a 19 ans.
Oui, bien sûr, de se rendre compte de cela à 19 ans, C'est ça, qu'il n'y a pas d'échappatoire en quelque part, c'est ça. que l'on est condamné, mais les écrivains du 19e ont pas mal étudié cette question-là de la douleur, de l'abattement, de la vie dans le péché, on veut dire. On peut aussi voir tout l'aspect religieux qu'il y a dans la douleur, le diable, comment on se le montre, comment on s'en écarte, etc. Et je pense que l'autre amont de ce que tu as pu m'en dire évoque aussi ces questions-là. Exactement. La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue. On part pour la dictée. C'est dictée. Parti. Donc, à vos crayons, à votre papier. Vieil océan, virgule. Aux vagues de cristal. Aux vagues de cristal, virgule. Tu ressembles proportionnellement à ces marques azurées que l'on voit sur le dos meurtri des mousses. À ces marques azurées que l'on voit sur le dos meurtri des mousses, point virgule. Tu es un immense bleu, virgule. Tu es un immense bleu, virgule, appliqué sur le corps de la terre. Deux points. Appliqué sur le corps de la terre. Deux points. J'aime cette comparaison. Point. Ainsi, virgule, à ton premier aspect, virgule, ainsi, virgule, à ton premier aspect, virgule, un souffle prolongé de tristesse, virgule, un souffle prolongé de tristesse, virgule, qu'on croirait être le murmure de ta brise suave, virgule, de ta brise suave, virgule, passe, virgule, en laissant des ineffables traces, virgule, en laissant des ineffables traces, virgule, sur l'âme profondément ébranlée, virgule, sur l'âme profondément ébranlée, virgule, et tu rappelles au souvenir de tes amants, virgule,
sans qu'on s'en rende toujours compte, virgule, sans qu'on s'en rende toujours compte, virgule, les rudes commencements de l'homme, virgule, les rudes commencements de l'homme, virgule, où il fait connaissance avec la douleur, virgule, où il fait connaissance avec la douleur, virgule, qui ne le quitte plus, point. Qui ne le quitte plus, point. Je te salue, virgule, je te salue, virgule, vieil océan, point d'exclamation. Merci. Avec plaisir. Voilà la dictée. Si vous voulez savoir, il y avait 104 mots. Exactement. Alors Clémence, on fait une relecture et ensuite on parle des fautes possibles que l'on pourrait faire. On peut faire une relecture que je vais entreprendre maintenant, sans reciter la ponctuation. Et pour ce qui est des corrections, nous allons en faire quelques-unes à l'oral après. Et plus tard, les textes pourront être publiés. Très bien. Allez, la troisième lecture donc de ce texte de Lautréamont. Vieil océan, aux vagues de cristal, tu ressembles proportionnellement à ces marques azurées que l'on voit sur le dos meurtri des mousses. Tu es un immense bleu appliqué sur le corps de la terre. J'aime cette comparaison. Ainsi, à ton premier aspect, un souffle prolongé de tristesse, qu'on croirait être le murmure de ta brise suave, passe en laissant des ineffables traces sur l'âme profondément ébranlée. Et tu rappelles aux souvenirs de tes amants, sans qu'on s'en rende toujours compte, les rudes commencements de l'homme, où il fait connaissance avec la douleur, qui ne le quitte plus. Je te salue, vieil océan. Conjuguer les plaisirs. La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue. Ce texte est à retrouver donc dans les chants de Mal d'Aurore du comte de Lautréamont, dans la première partie qui est donc le chant 1. C'est pas dans les toutes premières pages, mais c'est dans le premier chant. Et je voulais justement demander aux auditeurs qui ont lu peut-être ce livre, vous, est-ce que c'est ce passage-là que vous auriez choisi pour la dictée ? Je sais que j'en ai vu plein d'autres, et finalement c'est celui-ci que j'ai pris, mais je serais curieuse de savoir lequel vous auriez pris en dictée. On fait un petit tour du texte avec les quelques difficultés. Bon, franchement, il n'y en avait pas énormément. Mais bon, quand même, on va faire un petit tour. Je pense au premier mot dont on a peut-être un peu moins l'habitude, celui de azuré, des marques azurées. Alors j'espère que vous n'avez pas mis de Z avant le A. J'ai simplement fait la liaison, voilà, comme une bonne lecture en langue française. Tout à fait, ce qui avait des marques, donc un S à la fin de marque. Et donc la liaison pour ensuite dire que ces marques, elles sont azurées. C'est tout simplement donc A-Z-U-R-E, accent aigu, E, et un S, puisqu'il y a des marques, et c'est une marque, c'est un féminin, donc elles sont azurées et ES. Exactement. Je reviens sur le tout premier mot de la dictée, vieil océan, vieille. Comment l'avez-vous écrit ? Attention, et même attention au I, qu'on a parfois du mal à placer. V-I-E-I-L, vieille. J'ai le mot ébranlé qui me revient en tête comme ça, qui est à peu près le synonyme de émouvoir, dont l'étymologie serait de rendre un peu moins ferme. Donc c'est le mot branler avec le préfixe et. Donc ébranler, tout comme émouvoir, c'est mettre en mouvement, rendre un petit peu moins solide.
Donc une âme profondément ébranlée, ce serait une âme affaiblie. On pourrait dire ébranlée, qui s'écrit donc E accent aigu, B, R, A, N, L, E accent aigu, E. Et alors, la différence entre ces deux synonymes de ébranler et émouvoir, c'est que ébranler, on peut aussi l'utiliser pour des objets. C'est ça. Alors que émouvoir, Oui. on va pas dire, bon, vas-y, émouvoie-moi je sais pas, la planche de bois, quoi. C'est ça, oui. Ébranler pourrait plus aller pour un objet ou un arbre ou quelque chose comme ça. Et émouvoir serait plus attrait aux émotions. Et donc au rapport humain entre nous. C'est ça. Il y a un autre mot qu'on s'était dit qu'on détaillerait, c'était celui de saluer, ou le mot salut. Je te salue. Voilà, il arrive à la toute fin dans la dernière phrase, je te salue. Et là, il reprend le premier mot, vieil océan. Et donc, si tu peux nous dire comment s'écrit ce salut-là dans cette phrase. Je te salue, S-A-L-U-E, puisqu'il s'agit bien du verbe saluer, qui ne s'écrit donc pas quand on le conjugue avec un T, comme lorsqu'on dit salut, mais avec un E. Ça peut être le cas aussi du verbe entretenir, c'est-à-dire que il entretient son véhicule, qui s'écrit I-E-N-T à la fin, mais si je vais à un entretien, c'est simplement I-E-N. Voilà pour les petites choses à voir dans ce texte de Lautréamont. Eh bien, l'émission va se conclure là-dessus. Alors, ce que l'on peut vous dire avant de vraiment terminer l'émission, c'est de vous rappeler que c'est une émission bimensuelle, donc qui est diffusée 2 fois par mois. C'est une émission dans laquelle on vous donne une dictée avec un texte, mais aussi au début un haïku qui fait office d'introduction de cette émission. Et ensuite, les textes, vous pourrez les retrouver. Alors, on vous donnera les pages Facebook appropriées, les sites internet sur lesquels vous nous entendrez. Il y en aura certainement plusieurs. On vous donnera tout cela dans la suite. Mais en tout cas, pour l'instant, sur le site www.decibelfm.fr, vous avez l'émission en accès, vous pouvez la lire, la télécharger, la partager. Eh bien, je sais pas Clémence, est-ce qu'il y aurait quelque chose à dire de plus ? J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode avec nous. Je tiens à remercier nos auditeurs et auditrices. Je serais curieuse de savoir si vous avez apprécié la manière dont j'ai lu la lecture de la dictée, si c'était assez lent, assez agréable et convenable au rythme de votre main sur le papier. Oui, dites-nous, parce que la prochaine fois, c'est moi qui le fais, donc il faut que je sache un petit peu. Je vous recommande vivement la lecture de ce livre « Les Chants de Maldoror » du comte de Lautréamont, qui ont été publiés en 1868. Et il me tarde de découvrir l'œuvre que choisira Fabien pour le prochain épisode. Encore un peu de suspense. En attendant, n'hésitez pas à aller sur le Facebook de la Voyelle Bleue pour avoir toutes les actualités. À bientôt Clémence. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Conjuguer les plaisirs. Wow. La dictée éclectique et atypique de la Voyelle Bleue.